Moi, j'avais dit qu'on allait attendre 2 minutes et je crois qu'on est là maintenant. On a du monde avec nous, donc bienvenue tout le monde. Comme vous saurez déjà peut-être, nous faisons régulièrement ces petits webinaires afin de vraiment traiter des thèmes importants, soit sur notre offre Beeswax ou soit sur des thèmes de l'industrie importants. Et donc là, aujourd'hui, je voulais présenter ma collègue. Audrey nous a rejointes récemment et elle va traiter aujourd'hui un thème très important pour nous. Et vous allez partir d'ici, j'espère, d'ici à peu près 15 minutes en sachant vraiment comment distinguer entre un bidder et un DSP. Et donc, Audrey, je passe, je passe à toi. Alors, j'active ma vidéo. Merci beaucoup, Kadi, pour l'introduction. Et bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre webinaire dans lequel on va traiter donc, cette fameuse question. Quelle est la différence entre un bidder et un DSP? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Audrey Boisumeau, donc je suis Sales Director chez Beeswax. Et effectivement, comme Kadi l'expliquait, au cours de ces webinaires, on essaie toujours vraiment de traiter des questions qui nous sont régulièrement posées, donc au cours de discussions avec des partenaires ou des prospects. Alors, bien que le titre soit un petit peu orienté produit aujourd'hui, ce ne sera pas une présentation trop technique. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre de manière claire et instructive. Donc, premièrement, on va démarrer. Premièrement, pourquoi c'est important? Je pense que la différence n'a pas toujours été aussi marquée qu'aujourd'hui. On le sait, l'industrie programmatique continue à évoluer et évolue énormément. Et l'enjeu finalement aujourd'hui, ça va être d'expliquer cette distinction et de vraiment éclaircir les raisons pour lesquelles dans l'écosystème actuel, on se dirigerait plutôt vers un bidder ou plutôt vers un DSP. Donc, je pense que pour démarrer, on peut partir un peu sur les fondements de la programmatique qui sont, je pense, importants à rappeler pour poser un contexte. Donc, on le sait un petit peu tous, mais pour les publishers, effectivement, initialement, l'idée était de générer du revenu incrémental, donc en mettant aux enchères au sein d'un SSP, en généralement de l'inventaire invendu. Et pour les annonceurs, effectivement, c'était de saisir ces opportunités pour acheter de l'inventaire à prix réduit, mais également pour exploiter donc, toutes les possibilités de ciblage et très avancées en programmatique qu'on connaît, qui sont effectivement d'adresser le bon message au bon moment et à la bonne personne. Donc, ce processus, finalement, il a été fondé sur une idéologie du meilleur offrant. Et les premiers DSP qui ont vu le jour, à l'époque, leur rôle était de placer cette enchère auprès d'un SSP en suivant des logiques d'optimisation finalement assez basiques. Donc, il n'y avait pas vraiment de distinction entre un bidder et un DSP. Il y avait finalement une fonctionnalité qui était assez singulière et basique. Alors, je pense que ceci a changé un peu, a changé un peu drastiquement. Donc, si on part un petit peu sur les schémas, il faut se rappeler qu'il y a encore quelques années, certains publishers, la plupart des publishers d'ailleurs, choisissaient un SSP pour gérer ses inventaires invendus. Donc, ce publisher choisissait un SSP partenaire qui mettait à disposition cet inventaire auprès des DSP connectés qui étaient eux-mêmes pilotés par des traders pour des annonceurs. Donc, là où ces publishers choisissaient un SSP, on a commencé à voir ces mêmes publishers qui ont multiplié ces partenariats SSP et non plus seulement pour mettre à disposition uniquement de l'inventaire invendu, mais aussi pour utiliser l'espace programmatique dans leur stratégie quotidienne de monétisation. Donc, bien évidemment, ce procédé, il a été encore plus décuplé avec l'arrivée du header bidding. Donc, on a vu le volume de bid request augmenter drastiquement en rendant la stratégie d'achat beaucoup plus complexe, mais finalement beaucoup plus ouverte également en termes de possibilités. Et c'est vraiment à ce moment-là, je dirais que tous les enjeux de transparence et de SPO ont été un peu introduits sur la scène programmatique. Voilà, donc c'est vraiment dans ce contexte-là que la distinction entre un bidder et un DSP finalement commence à prendre tout son sens.
Donc, au même titre que la programmatique a évolué, les fonctionnalités DSP ont elles-mêmes évolué, donc tout en continuant à répondre aux mêmes enjeux qui sont d'adresser le bon message au bon moment et à la bonne personne. Mais si finalement on parle d'un DSP, on part sur un principe un petit peu de black box. Donc chez Beeswax, on a toujours ce schéma, on aime imager l'infrastructure d'un DSP en prenant l'exemple d'un immeuble. Donc imaginez cet immeuble avec différents locataires, mais qui partagent un petit peu toutes les mêmes fonctions, donc la même arrivée d'électricité, la même porte d'entrée, la même cage d'escalier. Et ben chez un DSP, finalement, c'est un petit peu le même principe. Donc c'est ce qu'on appelle une infrastructure multi-tenant, donc à locataires multiples. Vous avez accès aux mêmes sources d'inventaire, vous avez les mêmes partenaires, vous êtes finalement soumis au même contrôle des coûts et vous êtes finalement un petit peu restreint en termes de setup à ce que la majorité demande. Donc, sur ce scénario de DSP, finalement, les décisions sont prises un petit peu pour vous. Et pour rappeler un petit peu les grands fondements d'un DSP et expliquer un petit peu comment ces décisions sont prises pour vous, si on démarre avec la partie access supply, ce qui est bien sûr une étape assez importante, le but reste quand même d'acheter de l'inventaire, vous avez donc accès à ce que le DSP décide de vous envoyer finalement. Ensuite, sur le deuxième fondement, l'idée d'un DSP, c'est de vous donner accès à une plateforme qui vous permet de mettre en place vos campagnes avec date, budget, frequency cap, etc. Enfin, tout ce que regroupe les critères d'une campagne finalement. Mais la troisième étape, et pas des moindres, c'est donc une fois que vous avez reçu votre inventaire, que vous avez une campagne qui est éligible, là, à ce moment, le DSP va prendre le contrôle et va décider pour vous si, premièrement, vous allez bider, deuxièmement, à quel prix, et troisièmement, avec quel créa. Donc, c'est décidé, bien sûr, avec les paramètres de campagne que vos équipes ont configurés, mais finalement, vous n'avez pas vraiment de visibilité sur pourquoi et comment cette décision d'enchère a été prise de la part du DSP. Mais en tout cas, elles sont prises pour vous. Donc, voici un petit peu dans les grandes lignes comment un DSP fonctionne, ce qui m'amène bien entendu à parler du choix du bidder. Et c'est vrai que quand on parle d'un bidder, on part vraiment sur une dimension de contrôle. Donc, si on reprend un petit peu l'exemple de l'immeuble et de l'architecture multi-tenant, eh bien, à l'inverse, un bidder est une infrastructure single-tenant, donc avec un seul locataire finalement qui occupe l'espace et qui revient un petit peu comme avoir sa propre maison avec votre propre arrivée d'énergie, avec un compteur pour ne payer uniquement ce que vous utilisez. Vous avez votre propre accès à Internet au débit, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vous avez pris le contrôle et vous avez organisé le fonctionnement de votre maison en fonction de vos besoins. Donc, avec un DSP classique, pour poser un petit peu les deux, avec un DSP classique, vous partagez un bidder avec tous les autres clients du DSP. Vous avez juste un site au sein d'une infrastructure unique. Alors que si vous optez donc, pour une solution de bidder, donc vous avez finalement ce propre bidder qui vous appartient et qui est votre propre espace. Et un bidder vous permet de prendre les commandes de ce que vous faites à plusieurs niveaux. Donc, si on repart un petit peu sur ce schéma des fondements du DSP, eh bien, avec un bidder, vous allez premièrement contrôler l'accès à l'inventaire. Vous choisissez l'inventaire qui vous intéresse, donc en fonction, alors ça peut être des ad formats, ça peut être des régions, ça peut être une source d'accès, donc ça peut être un SSP en particulier. Au passage, là-dessus, je vous invite vraiment à regarder le webinaire de Cady Jones sur le SPO qui explique vraiment très, très bien pourquoi c'est important de choisir sa route d'accès aux inventaires. C'est un webinaire qui est disponible sur notre chaîne YouTube que je vous recommande. Je ferme la parenthèse. Je repars donc sur le deuxième fondement qui est la partie setup, donc l'accès à cette interface pour pouvoir créer vos campagnes avec vos critères. Sur ce niveau, je ne vais pas vraiment m'étendre parce que finalement, il n'y a pas vraiment de point de différenciation. C'est une étape qui reste élémentaire et qui doit être effectuée. Chaque campagne doit avoir une date de début, une date de fin, un budget, etc. Donc, pas vraiment de distinction. Mais c'est finalement sur la dernière étape
que réside entre autres la différence entre un DSP et un bidder. C'est la partie où vous passez aux commandes et c'est la partie où vous prenez le contrôle. Donc, un bidder va vous permettre d'intégrer votre propre stratégie et non pas celle du DSP qui est présélectionnée, voilà, et de prendre vos propres décisions d'enchère. Donc, si on part sur le principe, si on reprend un peu le schéma, si on part sur le principe qu'il y a une campagne éligible, eh bien, vous pouvez désormais décider si, premièrement, vous allez bidder, oui ou non, à quel prix, et surtout aussi avec quel créatif. Donc, un bidder va vous donner une totale transparence pour vous permettre de bidder de la manière la plus efficace possible. Donc, pour résumer, les deux choix, un DSP va gérer pour vous votre enchère, donc en se basant sur une logique qui est peut-être pas forcément la vôtre, mais qui est celle du DSP, et sur laquelle vous n'avez pas non plus vraiment de visibilité. Alors qu'un bidder est une machine complètement ouverte qui va vous donner la possibilité, et les outils bien sûr, de dicter et de paramétrer cette stratégie d'enchère qui sera donc cette fois-ci la vôtre. Voilà, donc maintenant, après, il est, je pense, important de rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'opérer, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de traders qui préfèrent choisir une stratégie déjà existante. Donc, certains préféreront planifier leur campagne et cliquer sur un bouton et laisser le DSP optimiser avec ses algorithmes, hein. Donc, ça peut être l'algorithme CPC du DSP ou autre. C'est d'ailleurs une méthode qui est applicable aussi chez Beeswax, hein. Mais certains, effectivement, acteurs vont préférer appliquer des stratégies qui leur sont propres. Alors, pour prendre quelques exemples, on pourrait penser à optimiser avec une valeur sémantique en ajoutant leur propre techno. Ça peut être appliquer leur propre route d'achat, donc en appliquant une stratégie de SPO, ou appliquer leurs propres algorithmes qui ont été construits et appris avec le temps. Voilà, donc après, pour traduire un petit peu tout ça dans l'écosystème Beeswax, chez Beeswax, on propose un peu les deux méthodes finalement. Donc, on a la fonctionnalité DSP, mais on peut aller jusqu'aux fonctionnalités ouvertes et machines ouvertes du bidder. Mais on a une approche en termes d'infrastructure qui est un petit peu différente, donc des DSP du marché. Donc, si vous travaillez déjà avec nous sur des stratégies de DSP standard et que vous utilisez nos outils de décision, vous avez, quoi qu'il arrive, la capacité, premièrement, de prendre le contrôle sur l'inventaire que vous recevez. Vous pouvez travailler avec nous et avec nos outils pour utiliser vos propres critères d'optimisation pour vos campagnes. Et troisièmement, et c'est assez important, vous avez aussi accès à un reporting qui est plus transparent. Alors, pour parler plus concrètement, quand je parle effectivement de transparence, je fais référence notamment aux accès au log file, donc auction log, bid log et win log. En ayant accès à cette data, vous pouvez commencer à observer un petit peu dans quel contexte l'outil a bidé pour vous, déterminer si finalement cette décision d'enchère elle était juste pour votre business et votre campagne, et potentiellement, vous pouvez décider de la changer ou de la personnaliser ou de l'optimiser avec vos observations. Donc, chez Beeswax, on vous met à disposition plusieurs niveaux et plusieurs outils d'optimisation. Alors, on va démarrer avec les stratégies standards, donc que vous pouvez activer en un clic. Donc, vous pouvez activer l'algorithme Beeswax, alors par exemple l'algorithme CPC ou l'algorithme taux de complétion. Deuxièmement, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer votre prix sur certaines bid requests que vous jugerez de plus ou moins grande valeur en fonction des objectifs de vos campagnes. Donc, ça peut être par exemple le type d'inventaire, si c'est de l'app ou du desktop, si c'est de la vidéo ou du display, si vous pouvez le juger en fonction de la provenance du SSP par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle bid modifiers dans notre interface. Vous pouvez également les ajuster en optimisant le pourcentage que vous souhaitez délivrer sur certains publishers et à quel prix. Donc, ça va être notre option Delivery Modifier. Et si vous avez le besoin de faire encore plus, et c'est vraiment là qu'un bidder va être vraiment intéressant, c'est qu'on vous met à disposition via nos fonctionnalités de Bid Models et Bidding Agent la possibilité de prendre le total contrôle et de décider vous-même comment vous voulez traiter chaque bid request et chaque bid response, décider où et quand vous voulez bidder et surtout à quel prix.
Voilà, c'était une explication un petit peu dans les grandes lignes de la différence entre un DSP et un bidder. Alors, j'espère que ça a répondu à certaines de vos interrogations et que vous avez une vision plus éclaircie de la distinction. Je vais laisser place aux questions-réponses. Alors, effectivement, on a un champ normalement dans votre espace Zoom où vous pouvez... alors, pas dans le chat, dans la partie Q&A. On a déjà 2 questions, donc on utilise Super. la fonction Q&A. Donc là, on est... Et ce sont des bonnes questions pour commencer. Donc, Ah bon, bah super. tu es prête? Allons-y. Très bien, allons-y. Donc, première question. Réduire l'accès à l'inventaire ne peut-il pas causer des problèmes de reach? Donc, si on limite l'inventaire, est-ce que ça va impacter les campagnes? Alors, c'est intéressant parce que c'est une question qu'on nous a déjà posée et c'est une question très intéressante. Alors, je pense qu'il faut quand même bien préciser que l'idée, principalement, elle n'est pas de réduire l'inventaire, mais l'idée, c'est de le sélectionner et de l'optimiser. Si on compare un peu les 2 schémas, un DSP classique est obligé, étant donné que vous travaillez sur une infrastructure unique, un DSP classique est obligé d'envoyer tout type d'inventaire pour satisfaire un petit peu tout le monde, tous les clients de son infrastructure d'achat. Donc, si vous mettez ça un petit peu en perspective, ça veut dire qu'un DSP envoie des millions de requests par seconde. Je vous laisse imaginer en termes d'espace ce que ça représente et en termes de coût ce que ça représente sur un cloud ou un serveur. Donc, indéniablement, un DSP va être contraint de faire un peu de tri et de réduire ses volumes en fonction des exchanges qu'ils veulent privilégier ou de recevoir qu'une partie de certains inventaires qu'ils jugent suffisants pour satisfaire leurs clients. Dans le cas d'un bidder, étant donné que vous avez votre propre espace, on peut faire ces réglages en amont avec vous. Donc, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de le réduire, l'idée, c'est de vous envoyer 100% de ce que vous avez besoin. Donc, on a la capacité de plugger cet inventaire parce que vous, acteurs, vous avez des besoins spécifiques. Donc, peut-être que vous achetez, je ne sais pas, que du display ou que de la vidéo. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez des besoins spécifiques en termes de région. Peut-être que vous vous en fichez de recevoir des bid requests du Brésil ou des US, par exemple. Et donc, pour en venir au point, parce qu'on n'envoie pas effectivement ces millions de requests qui peuvent être un peu inutiles, et ben on a la capacité d'envoyer 100% de cet inventaire sans avoir à limiter ou à filtrer finalement certaines exchanges ou certains formats. Donc, on vous envoie finalement, sans faire de SPO, sans limiter, tout cet inventaire qui est déterminé par vous. Donc, à la rigueur, finalement, pour répondre à la question, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, en fait, avec un bidder, vous avez plus de reach parce qu'il n'y a aucun travail de limitation et de SPO qui est fait de notre part en amont. Donc, vous avez tout l'inventaire dont vous avez besoin pour vos campagnes. Voilà, j'espère que ça répond à la question de manière claire. Je crois que tu as très bien répondu, mais si jamais la personne a d'autres questions, tu as ton adresse mail marquée là sur l'écran. Donc, Exactement. Voilà. Si vous avez un use case, si vous avez fait effectivement un cas très particulier, je sais que ce n'est pas toujours facile d'exposer un peu ces stratégies en public. Donc, si vous avez une stratégie bien précise, peut-être un peu confidentielle aussi, et que vous voulez traiter ça de manière privée. Et là, Audrey, j'ai encore trois petites questions. Donc, là, je te laisse. Voilà. Donc, deuxièmement, on a encore une très bonne question. Est-ce que l'implémentation d'un bidder est plus complexe qu'un DSP? Ouf, ok. Alors, non. Mais après, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire avec votre bidder. Si on parle d'implémentation pure et simple, on vous offre toutes les fonctionnalités d'un DSP. Donc, dans l'idée, un bidder n'est pas plus compliqué et plus difficile à implémenter qu'un DSP. Et il peut être utilisable dès le premier jour avec des stratégies standards et les stratégies comme on a pu les voir dans la présentation.
Après, si vous voulez effectivement partir sur des stratégies plus complexes, et c'est effectivement une chance parce que c'est ce qu'un bidder va vous permettre de faire. Et si vous optez pour un bidder, vous avez peut-être en tête d'autres choses. Si par exemple, vous voulez partir sur des stratégies en analysant les log files, donc les log data, il va peut-être vous falloir un analyste pour analyser cette data et construire vos algorithmes. Si vous voulez utiliser un bidding agent, alors qui est, je le rappelle, une infrastructure qui est hébergée chez vous et qui vous laisse l'opportunité finalement de recevoir les bid requests et de les traiter et d'envoyer une bid response. Donc ça, c'est quelque chose de super que va pouvoir vous offrir un bidder. Mais il vous faut ce bidding agent chez vous de créer. Donc, je dirais, pour répondre à la question de manière claire, non, ce n'est pas plus compliqué à implémenter. Mais après, avec un bidder, vous avez le choix finalement de choisir ces niveaux de difficulté et vous pouvez choisir le niveau de complexité que vous souhaitez. Donc non, mais vous pouvez pousser les choses et avoir plus de ressources en interne pour exploiter au maximum ce que vous offre un bidder. Très bien. Et donc, maintenant, on a une question un peu différente, mais c'est intéressant aussi, je crois qui va peut-être valoir le coup d'avoir une conversation après, séparément, mais juste pour traiter un peu le thème d'identité. Et donc, la question, c'est avec la fin des cookies, comment mettre en place une stratégie de retargeting, de reciblage, retargeting, je ne sais pas comment le dire en français. Retargeting, c'est assez voilà, commun ça marche bien. dans le jargon français. Voilà. Pour être très honnête, cette question, on pourrait en faire un webinaire tout seul. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'étendre et puis de répondre de manière assez, dans les grandes lignes. Mais sur la partie identité, alors déjà, il y a une chose que j'aimerais bien dire et que c'est vrai que j'aime beaucoup dire en rendez-vous, c'est que notre solution, elle est plus jeune que la plupart des DSP du marché et je pense que c'est un réel avantage. C'est-à-dire qu'on a été conçu il y a un peu plus de 5 ans, quand on avait un petit peu prédit et un petit peu senti qu'avec l'évolution du marché, que le cookie ne serait peut-être pas la valeur d'avenir, que voilà, il y avait d'autres sujets à traiter, qu'il y avait d'autres valeurs de ciblage à traiter. Donc notre infrastructure, elle a été un petit peu construite en connaissance de cause. Donc, c'est vraiment une de nos forces aussi. On est bien entendu impliqué dans ces sujets d'identité. On a de multiples partenariats avec des acteurs sur le marché comme LiveRamp, etc., sur lesquels on a une capacité d'intégrer différents ID et technos. On a des solutions qui sont très avancées aussi pour pouvoir permettre de cibler en dehors des cookies. On est assez connu pour nos capacités de ciblage via IP adresse, par exemple. On a un outil via notre API de segmentation qui est très intéressant aussi, qui peut vous permettre de créer vos segments avec des ID utilisateurs qui viennent soit de vous en first party, soit d'un partenaire tiers que vous pouvez créer dans notre UI et recibler ces utilisateurs. On a la possibilité de les matcher avec Beeswax. Vous avez également aussi la possibilité d'enrichir chaque bid request. Donc ça, c'est un des grands avantages du bidder aussi. Je crois qu'on a quelques webinaires sur notre page YouTube sur un produit qui s'appelle Data Augmenter. Vous avez la possibilité d'enrichir avec, je sais pas, un scoring ou un ID spécifique, la bid request que vous envoyez dans votre interface pour pouvoir gérer vos campagnes de manière différente en fonction de cette identification. Beeswax est très bien positionné sur la partie identité. Et ce qui est donc il y a énormément d'options. Je vais vraiment pas essayer de trop m'étendre parce que encore une fois je pourrais en parler pendant une demi-heure, mais on est assez bien positionné et finalement cette idéologie d'avoir un bidder unique, donc qui est votre techno et qui est modulable, personnalisable, va vraiment vous offrir l'opportunité de pouvoir un peu en faire ce que vous voulez et d'implémenter ses propres ID et de l'adapter en fonction justement de cet avenir sans cookies. Donc, un bidder, c'est vraiment flexible. Donc, c'est quelque chose qui aide et qui privilégie et qui va dans le sens un peu de ce futur sans cookies. Très bien. Donc, voilà, c'est exactement
je pensais bien qu'on pouvait passer vraiment beaucoup de temps là-dessus. Donc, on peut toujours faire un suivi là-dessus avec la personne qui a posé cette question. Donc, on a encore une petite question ici. Et donc, c'est y a-t-il une différence entre l'accessibilité de Beeswax et celle des DSP? En d'autres termes, est-elle accessible aux petits annonceurs? Et donc là, je crois qu'il y a 2 ou 3 petits différents thèmes qui sont peut-être impliqués au niveau de l'usage et du interface, ainsi que peut-être d'autres choses. Donc, Audrey. Alors, moi, sur cette question, je vois 2 choses importantes. La première, c'est que bien sûr qu'on est accessible aux plus petits annonceurs parce qu'un bidder va vous donner, comme je le disais précédemment, toutes les fonctionnalités assez classiques d'un DSP avec des algorithmes déjà existants. Donc effectivement, si vous êtes un petit annonceur et que vous n'avez pas des data analystes et que vous n'avez pas les ressources pour créer quelque chose de très lourd en termes de techno pour créer vos propres algos, c'est pas grave. Un bidder va vous offrir toutes ces fonctionnalités, toutes ces équipes justement pour vous aider à utiliser des algorithmes qui sont déjà existants. Donc sur le point de vue gestion, bien sûr que c'est accessible et vous aurez tous les outils qu'il vous faut. D'un point de vue, j'ai envie du coup de parler un peu du point de vue financier. Il faut savoir, alors Beeswax, on a un modèle qui est un petit peu différent, que nous on juge, et qui est certainement beaucoup plus juste. On a un business model qui est basé sur le volume de requests que vous recevez. Donc, et bien entendu, on l'a traité, donc c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, c'est exactement l'idée d'avoir votre propre compteur chez vous d'électricité. Vous payez que sur ce que vous utilisez. Donc, on a un volume d'entrée, j'ai envie de dire. Voilà, donc vous payez un frais fixe sur ce volume-là. Donc, un petit annonceur ne veut pas dire que vous n'avez pas de grandes dépenses marketing. Il faut juste jauger un peu ce frais fixe avec vos dépenses marketing. Donc, étant donné qu'on ne prend pas de pourcentage média, ce qu'on estime pas très juste, pourquoi? Parce que si vous, pour un DSP, traiter une bid request pour un format display à 5 centimes et traiter une bid request pour un format vidéo à 15 $, c'est le même prix pour nous en termes de gestion. Donc, il n'est pas très juste de prendre un pourcentage de ça, alors pour nous, ça ne nous a pas coûté plus. Donc, on vous fait payer un prix juste en termes de volume de bid request. C'est pour ça qu'on choisit ce modèle. Donc, il peut être plus avantageux pour vous, ce modèle-là, mais il faut juste le balancer et l'évaluer avec votre dépense marketing pour voir si une installation de bidder est rentable pour vous. Voilà les 2 points que j'utiliserai pour répondre à cette question. Mais encore une fois, sur des questions comme ça, je serais ravie de les approfondir peut-être en conversation privée pour parler un petit peu des niveaux de dépenses, des différentes gammes d'entrée, où on peut vraiment essayer de parler déjà d'une évaluation tarifaire. Très bien. Bon, c'est génial ce genre de questions. Donc là, on a vraiment vu toute une gamme de différentes questions qui nous sont posées très régulièrement. Donc, merci Audrey d'avoir fait une présentation très claire aujourd'hui. Je suis certaine que tout le monde qui avait assisté part là d'ici peu avec une mieux connaissance de cette question, de ces différences-là. On vous remercie tous d'être venus nous joindre aujourd'hui. Et l'enregistrement de cette session sera envoyé à vous tous par mail d'ici très peu. Donc, si jamais vous voulez le transmettre à vos collègues, n'hésitez pas à nous envoyer encore des petites questions. Voilà. Bonne continuation. Merci à tous. Bonne journée et puis espérons à très vite. Merci.